Bonjour Michel. Bonjour, bon Dieu le bot. J'allais oublier le bot. Alors je vais essayer. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais Évoque, essayer de lancer le bot. Euh, bot, évoque où de la es-tu, bot? notification. Voilà. Non, c'est pas trop loin. Ouais, On va se ouais, faire. non, mais... Alors, slash record. Est-ce qu'il va recorder ou pas? Oui. Pour l'instant, je n'ai pas de message d'erreur. C'est bon signe. Alors, où suis-je? Et la notification que vous êtes là est bien passée. Oui, c'est Ouais, bon. c'est parfait, c'est parfait. Mais ne vous précipitez pas, j'ai pas du tout envie de parler. Je suis venu juste comme ça pour passer mon dimanche. C'est bien sympa, ça nous fait bien plaisir. Voilà. Et là, on Il y était en a, il y quelques-uns. en a un. Je peux vous dire qu'il y en a un qui va pas être content parce que je l'ai appelé tout à l'heure. Mais maintenant, il y en a deux. J'y comprends plus rien. Je pensais à Fabien, Fab L, mais je vois qu'il y a deux Fab L. Il y a moi, sur mon téléphone, j'ai un rouge et un vert. Alors, Parce je qu'il y sais en a un pas. qui enregistre. Ah oui, d'accord. Bon, si on veut. Et il va pas être content Le parce que je rouge, l'ai appelé le tout à rouge c'est l'heure. Fabel qui est pas sympa. Et le Eh, vert, Fab c'est le L. Fabien sympa. Le vert, c'est le sympa et le rouge, c'est le pas sympa, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Bon, le vert, c'est celui que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Voilà, et que vous avez là en ce moment. D'accord. Ah ben, ça me fait plaisir. Bon, ben, je suis désolé parce que à chaque fois que je dis un truc, les circonstances font que je ne respecte pas ce que je viens de dire. D'autres le pensent déjà. Et tout à l'heure, j'ai dit à ce pauvre Fabien, il passe sa vie à organiser nos vocaux, à les mettre en ligne, etc. Je lui ai dit, je vais me calmer un peu, je vais parler un peu moins. Loupé. Non, non, moi je vais très bien, vous inquiétez pas pour moi. Et moi, ça me fait toujours plaisir de vous avoir en vocal. Donc, il n'y a pas de restriction à avoir. Bon, ah ben super. Il mériterait bien une chouette en bronze. Au moins, Oh là, même en or, ça m'irait. au moins. Mais on pourrait faire plus fort hein, que la chouette d'or. On n'y a jamais pensé encore. Mais on pourrait faire la chouette de platine. Mais là, il y en a pour une blinde, hein, je vous le dis tout de suite. Eh bien, on vous laisse faire, hein. Vous avez chargé. On peut essayer, mais là, j'ai pas les moyens. Hein. À venir. Ah, le platine, c'est beaucoup plus cher que l'or. Ah oui, ah oui c'est dissuasif. Hein. Ah oui, je comprends. Bon, comment allez-vous? Mais celle en or, elle est plus mythique, hein. Ah, Oui. Et on va bien, moi je vais bien. Elle est immortelle, celle en or. Je ne sais pas ce qu'il adviendra d'elle. Moi, j'ai une durée de vie qui commence à être limitée, mais elle va vivre bien plus longtemps que moi. Je ne serai pas là pour voir ce qui va en advenir, mais elle va avoir une sacrée histoire, cette chouette en or. Si, je vais venir la chercher. Oui, mais après. C'est là que ça se passe. Et après, je vais la revendre, bien sûr. Et voilà, c'est justement. C'est comme une œuvre d'art. Moi, j'ai vendu les tableaux de la chouette, ils vont avoir leur vie propre. C'est intéressant de voir des œuvres partir dans des collections privées, puis se revendre et changer de main. C'est ça l'histoire des œuvres. Les musées, c'est bien, mais pas que. Enfin, j'aimerais bien la garder au musée, la chouette d'or. Moi, je la revends, si vous voulez. J'ai une question. Bah oui. Quand vous voulez revendre un objet comme ça, par exemple vos tableaux, vous les avez Ouais. vendus à quelqu'un et vous avez négocié qu'ils restent dans le musée, c'est ça? Oui. Et du coup, comment ça se passe pour la vente? Forcément, le prix est revu à la baisse puisqu'il reste dans le musée, ou c'est un accord que vous avez avec C'est l'acheteur? toujours un accord de gré à gré. Le fait qu'il reste dans le musée, en réalité, ça peut se considérer de deux manières. D'abord, c'est des tableaux qui sont très grands. C'est une collection qui est quand même encombrante. Il faut déjà avoir de la place chez soi pour l'accrocher, ce qui est le cas de la personne qui les a achetés, du collectionneur qui les a achetés. Mais après, il faut les faire vivre. C'est-à-dire que une collection comme ça, il faut pouvoir l'exposer, il faut qu'elle continue à être en contact avec entre guillemets son public. Sinon, elle perd un petit peu de sa vie et de son actualité. Donc les deux sont intéressants.
Je pose cette question parce que je pense que la plupart des chouetteurs ou la plupart d'entre nous seraient d'accord pour la revendre, mais en la laissant dans le musée. Je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de personnes. Mais le problème, c'est de savoir s'il y a une réelle différence de prix entre le moment où on la vend tout court et le moment où on la vend à condition qu'elle reste dans le musée. Oh Je sais non, il n'y a pas, pas de différence de prix. Non, ouais, non, c'est juste un accord non. qu'on peut trouver avec l'acheteur. C'est-à-dire, soit vous la gardez, vous l'exposez dans le musée, et soit l'association, le musée, enfin peu importe la structure qui s'en occupe, à la limite vous rémunère, soit vous en tirez concrètement des éléments de communication, d'image qui valorisent votre activité, votre entreprise, que sais-je, et ça peut être intéressant. Et sinon, soit vous la vendez à ce moment-là au musée, le musée, bah, lui, de trouver des fonds. S'il a l'argent, il achète. S'il n'a pas l'argent, bah, et vous la vendez à quelqu'un d'autre. Est-ce que le musée est généreux? Le musée, il est fauché. Le musée, il Il est est fauché. fauché, hein, le Mais musée, le hein, musée, oh. non, mais le musée, il n'existe que parce que Claudine Rod et moi, nous avons accepté d'y consacrer une bonne partie de nos revenus et de notre argent personnel. Mais il n'y a aucun subside, il n'y a aucune subvention, il n'y a aucune aide publique, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a créé ex nihilo, avec notre énergie, notre temps. Moi, j'ai passé des milliers d'heures à faire les études, à concevoir tous les éléments qui sont à l'intérieur, les charpentes, etc. Et Claudina a passé des milliers d'heures à réaliser les travaux, puisque c'est elle qui les réalise. Et donc, c'est une initiative entièrement privée. Donc, on n'a pas de fric. Mais le jour où c'est toujours pareil, quand vous vous lancez dans un truc comme ça, vous trouvez une foule de gens pour vous dire que vous êtes cinglés. Et puis le jour où ça sort de terre, le jour où ça apparaît à la lumière, ah là, vous avez plein de gens qui vous disent « Mais c'est merveilleux ce que vous avez fait ». Et là, tout change. Alors, on a l'espoir qu'on trouvera, le jour où la chouette sera elle-même trouvée, on trouvera un financement pour la racheter. Voilà. Moi, je suis ouvert à tout, hein, 10 fois ça me ferait, ça me va. C'est vrai? Bon, super. Super. Aïe, 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 aïe. Ah, Bonjour c'est tout le monde. Bonjour. Ah, Aucune tiens. question, je voulais juste dire bonjour. H, tu es un farceur. Ah bon? Monsieur Baker, Ouais. sur le Magi, quand tu parles de la mire, Max, et vous pouvez nous en dire quoi? Moi, je vais te dire un truc. Hein. Tu me Ouais. gonfles. Hein. Ah, Tu me ça va. gonfles. Alors, si ça C'est vous gonfle, dimanche pour tout le monde. Putain, c'est moi aussi, dimanche pour c'est tout moi le aussi, monde. ça vous Alors gonfle. tu me gonfles. Tu me poses pas de questions sur les énigmes, tu me gonfles. Je C'est pas suis là pour me l'énigme. détendre. Alors, ça va, c'est détendre. Poulou, je suis là pour me détendre. Allez chercher une bière. Et on en parlera demain. Aujourd'hui, c'est dimanche. Bonjour Michel Becker, c'est 13. Bonjour 13. Au sujet de vos tableaux. Quelle chance de vous avoir. Mais quelle chance bon, j'espère que vous goûtez toute la finesse de mon propos. Quelle chance de vous avoir 13, j'insiste. Bonjour 13. Non, je voulais juste dire au sujet de vos tableaux que s'il y a des chouetteurs qui veulent offrir une repro de vos tableaux à un autre chouetteur, moi je l'ai fait. Et j'ai trouvé que les repros étaient super. Merci. Elles sont faites les tableaux, par... les tableaux sont vraiment bien et grandeur. Alors, je sais pas s'ils sont grandeur nature, peut-être pas. Mais, Non, la grandeur nature, c'est 1,50 m par 1 mètre. C'est pas tout à fait ok. 1,50 m par 1 mètre. Mais 1,46 m par quelque chose. Oui. Ouais, même si on les prend sur, je sais pas, 40 fois 50, quelque chose comme ça, c'est assez impressionnant de voir la différence au niveau de la technique. Moi, ça m'a bien plu et ils sont pas si chers que ça. Donc c'est un chouette cadeau, je trouve. Ça me fait plaisir que vous disiez ça parce qu'en réalité, les tableaux, ils ont été assez peu vus. Aujourd'hui, ils sont plus vus puisqu'ils sont chez quelqu'un. Mais c'est des tableaux qui
comment je vais dire ça, du fait de leur format, donc en chiffre rond, hein, j'arrondis un petit peu, mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est à quelques centimètres près, c'est 1 mètre par 1,50 m, donc ça fait des grands tableaux, 1,50 m vertical évidemment. Et c'est vrai qu'au niveau de la matière, au niveau du travail, au niveau des fameuses pétouilles qu'on ne cesse de me reprocher, bah oui, je suis coupable de pétouilles. Voilà, grandeur en plus grand, les pétouilles, c'est incroyable. Mais c'est plus des pétouilles, quoi. Et le problème, c'est que c'est tous ces accents que je peux mettre dans ma peinture, c'est comme une ponctuation sur un texte. Mais ça répond à une gestuelle. C'est quand on travaille comme ça sur un grand format, on a nécessairement des gestes qui sont beaucoup plus amples que quand on travaille sur des petits tableaux. Et la gestuelle se traduit par des touches, par des on les voit quand vous faites l'éclipse, là, ça tourne, on voit vraiment. C'est question con, c'est de l'huile ou pas? C'est de l'acrylique. Ah ouais, c'est de l'acrylique, ouais. J'ai eu une fois un grand moment avec ce type de peinture. J'ai beaucoup peint sur le jazz depuis que je suis un petit peu allé à New Orleans, qui est absolument impressionnant en termes de jazz et d'omniprésence de cette musique. Et après, j'ai beaucoup travaillé sur ce thème-là. Et un jour, j'ai exposé pendant une session de jazz à Jevans-les-Pins. Et il y avait un certain nombre de grands noms du jazz qui étaient là et mes tableaux étaient accrochés. Et à un moment donné, il y a un batteur américain, un noir américain, truculent, qui est venu vers moi, qui a regardé un de mes tableaux où j'avais représenté justement un batteur et qui me dit, mais en anglais, il m'a dit ça, mais moi je le dis en français, mais lui il me l'a dit évidemment en américain. Il m'a dit, mais tu te rends compte là de ce que tu as peint, tu te rends compte? Il est en train de jouer, le gars là. Et ce type, avec son enthousiasme de jazzman, en réalité, il parlait de toutes ces pétouilles et de tout ce qui fait bouger une peinture. Ouais. Et dans les repros que j'ai commandé, là, il y avait la 470 parce que c'est une de mes énigmes préférées. Et donc, il y avait ce fameux tableau avec l'épée dedans, le rocher. Bah ouais. L'épée dont on ne savait pas au départ. Moi, je savais pas au départ si je ferais une épée. Ça s'est décidé quand j'ai peint le tableau. Et c'est vrai qu'à l'origine, ça aurait pu être autre chose. Hein. Ça aurait pu être n'importe quoi qui évoque Roncevaux, donc le corps de Roland ou quelque chose d'autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'aime bien, cette épée. Puis elle a une histoire. Elle a été commentée, elle a été décrite, elle a été critiquée, elle a été je sais pas quoi. J'ai vu qu'elle était d'un modèle particulier et je me suis aperçu que j'avais des compétences en matière d'épée que je ne soupçonnais pas. Non, je rigole, hein. Moi, j'ai pas une épée comme j'en avais envie, mais après, beaucoup y ont trouvé, m'ont dit c'est tel type d'épée, c'est tel machin, c'est tel truc. Intéressant. Et Monsieur Becker, vous auriez, pardon, c'est Fabel, vous auriez une photo du visuel dont vous parliez tout de suite là, avec lequel, le rouge ou le vert? jazz, la batterie. Le rouge, le vert, le vert. Non, je me méfie. Vous auriez le visuel là. Le visuel de quoi? Le visuel qui a été vu par un batteur. Parce qu'en fait, je suis batteur et ça m'intéresse de voir un visuel avec une batterie. C'est vrai? Oh, j'en ai fait pas mal, mais celui-là, oui, je l'ai. Je vais le retrouver. Et si je le retrouve pendant qu'on parle, je le mettrai dans le détente ou un truc comme ça. Mais sinon, je le mettrai après. Je le retrouverai après. Je sais pas si je vais y arriver là. Je suis avec mon téléphone, donc c'est un peu compliqué. Vous en avez une photo, ça m'intéresse. Oui, j'en ai des photos, bien sûr. Bien sûr. Et c'est rigolo parce que quand on peint, de toute façon, on fait jamais l'unanimité. Donc, on a toujours autant de détracteurs que d'encenseurs. Pas d'ascenseurs, hein, d'encenseurs. Et quand quelqu'un arrive, enfin, quand la sensibilité d'un joueur de jazz comme ça, d'un batteur, fait tilt avec le tableau, moi, j'ai passé un super moment avec lui. J'ai cru qu'il allait me rouler une pelle, quoi, à un moment. Il était tellement enthousiaste. C'était merveilleux, cet échange. Et puis après, il est retourné jouer. Alors, c'était extra, quoi.
Jazz à Jouan. Ouais. Je vais la chercher, cette photo. Bon, là, soit il y en a un qui est sous poumon artificiel, soit il y a un truc bizarre. Mais j'ai entendu un drôle de bruit. Ou alors il vapote. Ouais, c'est ça, je reconnais, c'est la cigarette électronique, je fais exactement le même bruit. Ah, qui va Sauf que pas. moi, ouais, c'est ça, sauf que moi je coupe en micro. Aïe, aïe, aïe. Bon, H, c'est tout ce que tu as à dire? J'ai pas grand chose à dire. Je travaille un petit peu en même temps, donc je Tu fais parle la pas beaucoup, cuisine? mais je vous écoute. Non, Tu, non, tu fais pas, des gâteaux? pas tout de suite. Non, je vais faire des éclairs un peu plus tard dans la journée, mais pas tout de suite. Ouais, mais généralement, tu fais pas des étincelles pourtant. Non, c'est vrai. Pas en ce moment, non. Ah, des éclairs, c'est pas mal. Ouais, des éclairs au chocolat, c'est très très Ah bon. oui, je me doute. Au Mais tu café. aimes cuisiner? Tu es pâtissier? Tu fais quoi? Non, C'est non, une non, passion? pas du tout. Oui, c'est une passion. Ouais, La tu fais dans le cuisine, la gâteau. Tu fais surtout pâtisserie, dans le c'est. gâteau, ouais. Je fais ça parce que c'est joli à la photo, mais sinon je suis plus dans le salé. D'accord. Mais j'adore faire des gâteaux, des pâtisseries, des trucs comme ça. Quel dommage que tu sois si loin. C'est vrai. J'aime bien partager en plus, donc Oui, enfin, c'est virtuel, hein. ouais, pour le Ça moment, nourrit pas son homme, hein. c'est vrai. Un jour peut-être. Ouais, il y a des pseudos fabuleux, hein. Colt Praline. Qu'est-ce qui va nous dégainer, Colt Praline? Bah, je vous ai déjà demandé tout à l'heure comment on pouvait tirer un meilleur prix de la chouette d'or tout en la gardant au musée. Ah oui, bah, moi je regarde pas toujours qui s'adresse à moi parce que c'est vrai que sur le téléphone c'est pas évident. Puis je me suis D'accord, pas d'accord. présenté, alors c'est de ma faute. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Cold praline, ça veut dire quoi? Et tu vas tirer des pralines, c'est ça? Voilà, exactement. Des bonnes Ah ouais, il y a pralines, un petit côté agressif, hein? c'est ça. Ouais, ouais. Il y en a un qui s'appelle comment? Ah, il y en a qui sont pas mal, hein. Il y a des pseudos qui sont pas mal, hein? Bigus Dicus, par exemple. Bon, à mon avis, c'est un peu prétentieux comme truc, mais bon, pourquoi pas, hein? Faut assumer quand même. Et puis il y en a un qui s'appelle comment? Bah, sa femme, non? Un truc comme ça, je sais même plus. Il est là, non? Non, il est pas là. Mais pas- Non. J'aurais une Vous Le savez que j'ai double 200, je sais même pas Bigusticus. combien, j'ai presque 300 messages privés qui m'attendent. Je n'y réponds pas en ce moment parce que je suis en train de, là, je fais un petit break, mais je suis en train de réécrire la première partie du livre. Et alors donc je réponds pas aux messages en ce moment. Donc il y en a qui vont m'en vouloir, mais faut pas m'en vouloir. Ça viendra. Tant que vous oubliez pas de faire la dédicace sur ma commande, moi je vous Ah envoie. non, 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 ça, j'oublierai pas les dédicaces, j'y tiens énormément. Non, c'est autre chose, ça. Non. J'aurais une petite question on avait parlé il y a un petit moment déjà des mini chouettes qui pourraient potentiellement se refaire. Est-ce que vous savez où ça en est, si ça a avancé ou pas, si vous avez des nouvelles? Mini, tout est petit dans notre vie. J'aurais une petite question, il y a un petit moment pour une mini chouette. Non, mais il faut voir en grand. Pour une mini chouette, je vois en tout petit. Bon, les Verra mini en grand, chouettes, je verrai poser. ouais, les mini chouettes, c'est bon, je vais lancer la fabrication. Parce que je comprends bien que moi, j'aurais voulu faire des demi-formats 25 cm d'envergure, mais j'ai vu avec le fondeur, ça représente quand même un certain prix, donc je pense que c'est pas évident. Mais des mini chouettes, les mêmes que ce que j'avais déjà fait, elles seront un petit peu différentes d'aspect, je pense, parce que je voudrais qu'elles soient sur le dessus des ailes, par exemple, un petit peu plus lisses ou des choses comme ça. Mais en dehors de ça, je vais relancer une fabrication là. Moi, je demanderais juste un mini prix. Pour une mini chouette, c'est forcément un mini prix, hein. Ah, ça va alors. Oui, une grosse chouette, un Un mini prix d'amis, de toute façon, Belou, il faut pas te faire d'illusions. Un prix d'amis, c'est pas possible, on se connaît pas. Ah, ça va alors. On peut apprendre à se connaître, hein, c'est pas un problème, ça. Hein. Ouais, justement, c'est pour ça que je te pose tout de suite les jalons, tu vois. Hein. Ah là là. Et je vais éviter de vous gonfler, ou sinon vous allez éclater. Ouais, voilà, ouais. Tu me gonfles, là.
Ah. Bon, bah finalement, je vais m'en aller parce que je vois que personne n'a rien à dire. Il y a beaucoup de micros. Oui, qui vite. Alors, je sais pas si je remets le couteau dans la plaie ou quoi, mais tu as fait du coup un communiqué hier. Ouais. Donc, visiblement, Hier? Oui, c'est un hier, communiqué écrit, ouais. c'est ça, hein. Et donc, du coup, bah, je suis un peu déçue, dans le sens que ça n'a pas l'air de se débloquer au niveau des affaires pour toi, du coup. Ah ben, Tu es obligé de faire ce genre de les communiqué. affaires sont nombreuses. Ah, c'est ça. Là, alors je n'ai pas encore vu le message, mais c'est mon avocat qui travaille même le dimanche et qui m'a envoyé un message. Je vais regarder ce qu'il m'a dit. Il a l'air de me dire que Pegasus tire de mon communiqué la conclusion suivante, que je semble accepter l'idée selon laquelle une autre solution peut mener à la contre-marque 1/8 enfouie par Max Valentin. C'est ce que lui retire de mon communiqué d'hier. C'est de ce communiqué-là que tu parles. Oui, tout à fait. Ouais. C'est très intéressant parce que finalement, les indécrottables seront toujours crottés. Donc on n'y peut rien. Des gens qui veulent pas comprendre, comprennent pas. Les bras m'en tombent un peu de temps en temps, mais bon, je pensais avoir été assez clair sur tout ça. Ce communiqué, il veut dire que la disquette, c'est la bonne, qu'il n'y en a pas d'autre, que les solutions, c'est les bonnes, qu'il n'y en a pas d'autres, et que si quelqu'un trouve la numéro 1 en concordance avec les énigmes, ça veut dire qu'il a trouvé la numéro 2. En clair, c'est impossible pour moi de trouver une numéro 1 qui corresponde, si elle est cachée quelque part, je ne sais pas ce qu'il en est advenu, hein, j'en ai pas la moindre idée, mais elle a été détruite, cachée, peu importe. Mais en tout cas, si quelqu'un trouve une numéro 1 qui soit en concordance avec les énigmes, ça veut dire qu'il va trouver la numéro 2. Donc je suis complètement tranquille. Mais tout le monde ne peut pas comprendre, quoi. Il y en a qui sont un peu durs à comprendre. Donc ça Voilà, mais mérite. voilà, à part ça, je suis en train de travailler sur le dossier suivant, à savoir que la 2CO m'a informé par l'entremise de son avocate qu'ils entendaient s'opposer à la parution de mon livre si je maintenais ma traduction, mon interprétation, mon explication du règlement du jeu. Ils refusent notamment l'idée selon laquelle quelqu'un qui découvre la contremarque avec un détecteur ou tout autre moyen aléatoire se verrait refuser la contremarque. Donc n'importe qui trouve la contremarque par n'importe quel moyen est déclaré gagnant du jeu. Ça, c'est la position de la 2CO qu'ils vont donc défendre auprès du tribunal d'Avignon, devant le tribunal d'Avignon. Donc, en réalité, je n'ai pas que Crollet contre moi, j'ai également la 2CO. Voilà, ça c'est la nouveauté du jour, donc ça me réjouit. Bon dimanche. Et leur légitimité, ils ont du monde derrière eux? Parce que là, J'en sais ça devient rien. grotesque, en fait. Non, j'en sais rien du tout, j'en sais rien, mais pour moi c'est tellement aberrant. Une association qui se prétend officielle, ils n'ont rien d'officiel en réalité, mais bon, admettons, si ça leur fait plaisir, une association de chercheurs qui dit on va au tribunal contre l'organisateur pour défendre l'idée selon laquelle n'importe quel détectoriste qui se balade sur la zone trouve par hasard la contremarque, va se pointer en disant j'ai gagné, donnez-moi la chute d'or. Eh ben, merci pour tous les membres cotisants qui depuis des années soutiennent l'association et s'imaginent que l'association défend leurs intérêts. Je suis complètement ahuri de voir ça. Je me dis, mais cette aventure de la chouette d'or a ceci de merveilleux, c'est que les chapitres ne cessent de s'enchaîner les uns aux autres. C'est plein de rebondissements. J'ai un peu de mal à croire qu'ils font ça, honnêtement. Ah ben, c'est un courrier officiel, hein, c'est un courrier d'avocat, donc... C'est pour ça que je me pose la question sur la légitimité de leur plainte. Est-ce que c'est en leur nom de Garp et de Pur Esprit ou c'est réellement, il y a vraiment des gens derrière? Non, c'est l'association A2CO. Garp et Pur Esprit sont certainement les chevilles ouvrières, j'ose pas dire les cerveaux, mais en tout cas les chevilles ouvrières de l'opération, mais voilà, c'est l'association donc qui s'inscrit en faux contre ça, qui me menace de faire interdire la parution de mon livre si je reproduis dans ce livre
les commentaires que j'ai jugé utile d'apporter et l'interprétation que je fais du règlement en tant que nouvel organisateur. Waouh, c'est la guerre! Ouais. C'est la Ça, guerre. ça veut dire encore des mois et des mois de procédure alors. Ça veut dire que la 2CO est totalement ridicule. Après les mois de procédure, ça, je peux pas le dire, on verra bien. Mais ça veut dire qu'on arrive à une situation totalement ubuesque. Mais c'est ubuesque. Enfin, je ne comprends pas. Je sais pas qui m'écoute. Sûrement quelqu'un, entre autres, de la 2CO. C'est probable. Pour moi, c'est ubuesque. Comment peut-on soutenir un tel positionnement? Quand on sait en plus que certains sites que je ne nommerai pas sont dévastés quasi quotidiennement par des mecs complètement acharnés au détecteur, mais un de ces quatre, on va voir arriver les pelles mécaniques, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du délire total. On a un jeu qui est un jeu de sagacité et une association de joueurs dit non, la sagacité, on n'en a rien à foutre. Allez louer un détecteur de métaux et trouvez vite le truc, quoi. On va pas s'emmerder avec ça, quoi. On va pas s'emmerder à chercher les solutions des énigmes. Michel, si vous permettez, j'aimerais vous poser une question. C'est Filcé. J'aimerais vous poser une question concernant Filcé, on n'est pas tout à fait copains, nous deux, hein, c'est ça? Bon, je n'ai rien contre vous, Michel. C'est moyen, on va dire, hein, c'est moyen. Non. On s'embrasse pas sur la bouche quand même. Bon, écoutez, c'est pas grave. Si vous voulez pas répondre à mes questions, c'est pas un souci. Maintenant, au contraire. Effectivement, enfin, quelque part, on a eu une confrontation parce qu'effectivement, je vous ai mis face à une vidéo de Max. Donc, vis-à-vis de ça, voilà, ça peut être compliqué de dire Max ment et je peux comprendre votre réaction. Moi, j'avais une question concernant les solutions qui ont été remises par la famille. Je voulais savoir si vous aviez passé un contrat avec la famille en contrepartie des solutions. Alors, le contrat est un contrat tout à fait classique, qui est un contrat d'édition et un contrat de droit audiovisuel, tout à fait classique. Donc, les héritiers, quand je vais publier cette nouvelle édition, vont toucher des droits d'auteur. Et si je dois produire ou céder les droits pour un film, une série, que sais-je, ils toucheront également des droits. Autrement dit, ils m'ont délégué la totalité des droits portant sur tout ce qui concerne la Chouette d'Or. Charge à moi, en tant qu'organisateur-éditeur, de leur verser leurs droits d'auteur. Voilà, les droits d'auteur dont ils sont héritiers. D'accord. Ok. Voilà. Il n'y a pas d'engagement particulier par rapport au fait que vous ayez les solutions. Enfin, je précise un peu ma pensée, c'est-à-dire que s'il s'avérait à tout hasard qu'un jour, je vous l'avais dit plusieurs fois, mais je pense que vous l'avez dit sous le coup de la colère, mais quelque part de balancer des scuds. Donc moi j'interprète balancer des missiles, c'est révéler les solutions. Peut-être non, que pas du tout. Non, vous vous trompez. Ouais, vous vous trompez complètement. Non, ma position est la suivante. Non, Filcé, je vous réponds avec plaisir. Ne croyez pas que j'ai la moindre réticence. Je vous réponds avec grand plaisir. Ma position est la suivante. Je connais tout le déroulé du jeu. Je connais tout le déroulé de l'histoire. J'ai en main tous les documents factuels qui démontrent tout ce qui s'est passé, que peu de gens connaissent aujourd'hui. Et je peux donc, quand je me positionne par rapport à des éléments qui sont vrais, qui sont faux, par rapport à la validité des solutions, par rapport à tout ça, je le fais d'une manière certaine. Les héritiers ne m'ont pas menti, ce sont des gens qui sont tout à fait honnêtes avec moi. Ils ont été confrontés comme moi, ça c'est un truc qui reste un peu extraordinaire dans l'histoire, mais ils ont été confrontés comme moi, comme vous, comme nous tous, à Max Valentin. Et Max Valentin, c'est le personnage virtuel qui s'est créé autour de cette chasse et qui a fait des trucs et dit des trucs qui ne sont pas en totale corrélation avec ce qu'était réellement celui qui se dissimulait derrière, à savoir Régis Hauser. Régis Hauser était un type, je pense, un type bien, un type carré, etc. Et comme ça arrive à beaucoup de gens, quand ils flirtent avec la célébrité, c'est une célébrité, même derrière un pseudo, hein.
Et il a flirté avec ça. Il y a eu des moments où il a perdu pied, ça lui est monté à la tête. C'est ce que j'essaye d'expliquer depuis longtemps. Ce que je vais continuer d'expliquer d'ailleurs dans le livre qui va sortir, qui je pense sera extrêmement intéressant pour tout le monde. Ce phénomène-là fait que le jeu a connu des errances et j'allais dire des déviances. Je ne sais pas si le mot est vraiment adapté, mais le jeu est parti un petit peu comme ça, dans tous les sens, à certains moments, en fonction des circonstances. Et la famille, comme moi, ne sait pas vraiment ce qui s'est déroulé. Moi, j'ai un petit peu plus d'éléments parce que j'ai tous les écrits, tous les échanges que nous avons eus avec Régis Hauser pendant la conception du jeu, au démarrage du jeu, au début du jeu. Mais après, quand Max Valentin a pris la vedette, je crois que le jeu, la réalité du jeu a échappé à tout le monde. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je discutais, quand j'ai discuté l'autre soir avec Apollo, qui me disait pour moi c'est pas une preuve, moi j'ai des doutes, etc. L'épreuve. Et quand je lui ai dit mais en 1993, quand le jeu a commencé, aviez-vous une preuve de quoi que ce soit? En fait, il n'y en avait aucune. Tout reposait sur Max Valentin. Et toutes les difficultés de communication que nous connaissons aujourd'hui entre adeptes, sceptiques et opposants, par rapport à moi, toutes ces difficultés-là relèvent de l'histoire de Max Valentin. S'il avait été limpide, on ne serait pas en train de se chamailler les uns les autres, tout serait clair. Alors, je reviens à ces histoires de missiles, parce que apparemment je les ai mal interprétés, j'ai mal interprété vos propos. Donc, je me souviens très bien d'un vocal où vous avez répété au moins à 10 reprises dans ce vocal que vous en aviez marre et que si ça continuait, vous lâcheriez des missiles. Donc, comme j'ai mal interprété vos paroles, j'aimerais bien que vous me disiez exactement ce que vous entendiez par là. Alors, je vais vous le dire très exactement. Depuis pas mal d'années, depuis 13 ans, depuis le décès de Max Valentin, et contrairement à ce que beaucoup ont pu penser, je protège l'image de Max Valentin. Je la protège, j'ai pas envie de la démolir. Parce que pour moi, autant Régis Hauser que Max Valentin, c'est un personnage virtuel. Régis Hauser, je lui ai gardé toute l'affection que j'avais pour lui au départ, la sympathie. On a quand même, quand on s'est lancé tous les deux, on était on était les deux potes, hein, on était complices et tout ça, c'était sympa, on rigolait, on se téléphonait, on était contents. Max Valentin est apparu et moi je cherche à protéger l'image du personnage parce que je pense que c'était un type bien, Régis Hauser. Globalement, je pense que c'était un type bien et je pense qu'il a fait des conneries parce que il a été grisé par le jeu et grisé par la notoriété qui était celle de son pseudo. Je veux dire, quand je vois un mec qui se pointe chez De Chavannes, moi j'y suis allé chez De Chavannes, j'y suis allé comme normal, pas dissimulé. Quand je le vois se pointer avec un passe-montagne chez De Chavannes, pour moi, ça révèle tellement de choses. Je me dis, le gars, il a envie de se montrer, en même temps, il n'a pas envie de se montrer, en même temps, son pseudo devient célèbre, et ça lui a tourné la tête quelque part. Et je suis en train d'essayer de cadrer ce personnage. Et quand je parlais l'autre jour de lâcher des scuds, ça veut dire que plus la 2CO m'emmerde, plus la 2CO qui veut défendre l'idole de son gourou dit Michel Becker a fait ceci, Michel Becker a fait cela, c'est un salaud, il a voulu vendre la chouette, il veut dénaturer le jeu, il est en train de balancer des indices à tour de bras. Plus ils disent ça, et moins ils se rendent compte que en réalité, j'essaye de protéger l'image de Max Valentin. Parce que, et quand je dis lâcher des scuds, ça veut dire que si je lâchais aujourd'hui toutes les informations que j'ai, mais je pense que l'image de Max Valentin, elle serait détruite instantanément. Que le jeu serait probablement pas mal quand même. Non, j'ai rien lâché du tout. Non, j'ai rien lâché du tout. J'ai écouté tous vos vocaux. Non, mais vous pouvez les écouter. Vous pouvez les écouter en boucle. Hein. J'ai rien lâché du tout. Vous savez pas, mais j'ai rien lâché du tout. Okay, j'évoque pour vous l'ampleur des possibilités offertes à un maître du jeu qui a enterré tout seul une contre-marque, qui connaît seul les solutions, qui peut à un moment donné manipuler son co-auteur et son sponsor, moi en l'occurrence, qui peut manipuler une foule, les joueurs en l'occurrence, sans même mesurer lui-même l'ampleur, les répercussions de ses propos.
Et ça, je le vois tellement, je le sais tellement, je le comprends tellement, que j'essaye de le distiller. Je ne veux pas aujourd'hui, comment dirais-je, ouvrir la boîte de Pandore, sortir tout ce qui pourrait être sorti. J'essaye de communiquer pour dire, essayez de comprendre. Essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé, essayez de retracer l'histoire, essayez de comprendre le truc. À partir de là, tout continue. La seule constante que nous ayons, c'est que depuis le départ, depuis 1993, le jeu ne s'est jamais arrêté. Il y a toujours eu une contre-marque au bon endroit et elle n'a jamais été découverte. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est la garantie du jeu. Alors même si on a des quérulents qui nous font des procès et tout ce que vous voudrez, ça n'empêche pas qu'il y a toujours eu quelque chose au bon endroit et que ça n'a jamais été trouvé puisque c'est moi qui l'ai trouvé. Voilà. Donc je sais que à propos, là, le jeu continue. Oui, je vous écoute. Vous me tendez la perche sur le fait que Saisissez-la. Tout ce que c'est la question que je voulais vous poser concernant l'oiseau que vous avez trouvé, l'oiseau en fer. Donc, je voulais savoir je suis pas sûr que vous l'ayez dit, j'ai pas entendu en tout cas, de savoir à quelle profondeur vous l'avez trouvé cet oiseau. J'imagine qu'il était pas au fond du trou à 80. Pardon. Je l'ai publié dans le communiqué d'hier. La chouette était enterrée à 80 cm de profondeur. L'oiseau en ferraille était enterré à 80 cm de profondeur. Le trou était le même. Il était tout au fond. Ah d'accord. Ok. Ah ben, c'est sûr qu'il était tout au fond. Mais je vais le dire. Hein. D'accord. Non, mais il était au fond. Bah, il était un peu plus petit il est un peu plus petit que la chouette évidemment, mais le trou, le trou c'était le trou d'origine, hein, donc il a été mis à la place, mais le trou c'est le même. D'accord. Ok. Effectivement, il aurait pu être un peu plus haut en ayant remblayé un petit peu auparavant, sans le mettre à cette profondeur-là. Mais bon, je vais être sincère avec vous, j'ai pas mesuré au centimètre près au moment où je l'ai sorti, mais je peux vous garantir que je l'ai dit l'autre jour, j'avais fait un test préalablement avant de me lancer la nuit avec un huissier que je ne connaissais pas dans des aventures insoupçonnables. J'avais fait un test de ce que donnait un trou de 80 cm pour me rendre compte et j'y avais enterré la contre-marque numéro 2, celle qui maintenant est à la bonne place. Et donc je peux vous dire qu'effectivement l'oiseau en ferraille était bien dans le trou d'origine. Ouais. D'accord, oui. Mais à 80, ça paraît assez incroyable. Quand vous avez creusé, en fait, parce que normalement, nous, en tant que chercheurs, on s'attend à une contre-marque qui soit, ou un emballage qu'on puisse détecter aux alentours de 30-40 cm. Eh ben oui, puis moi j'ai cru qu'il n'y avait rien. Et moi, vous avez cru que vous n'y avez rien, exactement. Oui, et du coup, vous avez quand même, je dirais, insisté pour aller jusqu'au bout, pour creuser à 80, pour finalement trouver cet oiseau. Ça paraît incroyable. C'est comme au poker, hein. Attends, c'est comme au poker, on paye pour voir, hein. Moi, je déplace un huissier en pleine nuit, machin, j'allais pas m'arrêter à 30 cm, hein. Ouais. Non, il y a un moment où on va au bout de son truc. On dit, attends, faut être sûr. D'ailleurs, la question s'est posée en cours de route, hein, avec l'huissier, hein, et qui m'a dit 80 cm, on n'y est pas, hein, donc il faut continuer. Non, mais j'ai eu des doutes, hein, je me suis dit, mais il n'y a rien, quoi. Moi, je connais ma chouette, hein. Je sais que étant à 80 cm, à un moment donné, j'aurais dû la toucher. Je ne l'ai pas touchée. Et puis un peu plus bas, j'ai quand même touché quelque chose. Voilà. Et vous avez senti quand même que la Terre était, bon, je dirais, pas aussi tassée qu'ailleurs et qu'elle était un peu plus meuble ou c'était vraiment très, très, très dur. Mais vous rigolez, 2005, 2021, non mais la Terre, elle était comme si elle avait jamais été creusée. Hein. C'est du béton. Hein. Ouais, et puis vous avez sorti des pierres en même temps. J'imagine qu'il devait y avoir pas mal de pierres. Oui, d'accord. Joker. Avec. Oui. Joker. On se calme. Non, mais il y a de la pierre. C'est sûr. Combien de pierres? Quelle taille à peu près les pierres? Dites-nous, monsieur Becker, à peu près quelle taille les pierres? Non, mais je m'arrêterai là. Non, mais je suis vacciné maintenant. Ça marche plus. Au début, c'est fou ce que j'ai lâché, mais maintenant, je lâche plus rien. Non, je plaisante. Non, mais vous avez raison. Enfin, moi, je suis pas pour que vous lâchiez quoi que ce soit. Enfin, des choses. Je ne lâcherai rien. Capitales pour le jeu. Moi, je suis. Bien sûr. Je fais partie des chercheurs qui. En plus, ce serait dégueulasse. Je veux dire, si je faisais ça, ce serait dégueulasse par rapport aux gens qui cherchent depuis longtemps. Tout comme si demain un détectoriste débarque avec un engin pas possible
et la trouve, je pense que c'est dégueulasse pour tous les chercheurs, pour tous les gens qui se creusent la tête. Donc je le fais pas, moi je ne donnerai aucune info. Je peux me permettre de rebondir sur le dégueulasse? Oui, Oui, bonjour, c'est Big Ah, Mac. Big Mac. McDo, donc, en fait, Attends, McDo ou Big Mac? non, McDo, pardon. Non, mais Ah, comme on se on prend au m'affuble. jeu, hein, McDo. On se Plusieurs prend au pseudos. jeu, hein. On frime. Le dégueulasse. Juste une chose, je voulais remercier Pardon. Michel quand même d'avoir répondu avant de rendre la main, d'avoir répondu à mes questions, voilà. Et bon, je garde quelques questions pour plus tard et je donne bien Avec volontiers plaisir. Avec plaisir. la parole à McDo. Au revoir. Non, mais je t'en prie, Phil, vas-y. Je pensais que tu avais terminé, je t'en prie. Non, mais un petit coup McDo, ça change de filtré. On reviendra à filtrer après. Oui, plus tard, c'est pas grave. Allez, un petit McDo vite fait à emporter. Voilà. Alors, c'est pas un petit McDo, Alors, c'est un Big Mac. On a bien compris que c'est un Ouais, Big Mac. non, là, c'est une putain de grosse réflexion. Grosse de ma question part. qui fâche. Ouais. Non, pas qui fâche, justement, mais qui me semble insoluble. Bon, grosso modo, vous avez dit, ce serait dégueulasse de dévoiler quelque chose. Fair Oui. enough. Oui. Dans le même temps, il y a, alors, je veux pas en faire un débat de personne, hein. Donc je voudrais parler de factualité et pas de personne ou de mensonge. Mais dans le même temps, j'ai cru comprendre qu'il était possible qu'il y ait certains madis factuellement faux. J'entends bien le débat qui est de dire il y a 50 nuances de madis. J'ai eu cette discussion avec Marvin Clay, en fait. On n'était pas complètement alignés sur le sujet, mais et pour éclairer mon propos, et c'est vraiment à titre d'exemple, hein, parce que je trouve que l'exemple est assez parlant. Il y a 50 nuances de Madi, mais il y a des Madis qui sont clairs et nets. Par exemple, et encore une fois, je ne demande pas de commenter cette réponse-là, mais c'est pour l'exemple. Il y a un Madi, je pourrais en prendre 50, qui dit la lumière est en France. Là où certains chercheurs à l'époque disaient non, elle peut être, et réfléchissaient à la possibilité qu'elle soit au Luxembourg. Encore une fois, l'exemple, on s'en fout, c'est illustratif. D'accord. Si la réponse de Max était non, elle est en France. Ça, donc encore une fois, il y a 50 nuances de Madi, mais pour moi, c'est la pire des couleurs, ou le plus gris des gris. C'est même plus gris, c'est noir. Non, elle n'est pas en France. Mon point est de dire, s'il existe des Madis factuellement faux de cette nature, ma crainte est que, et vous aviez répondu à cette question en disant, oui, mais je suis un peu coincé, un peu couillonné dans la mesure où si je les mentionnais, finalement, je déflorerais le jeu. Mon point est de dire, c'est là où je suis un peu, je voudrais juste y réfléchir avec vous 5 minutes, mais je pense qu'on pourrait renverser l'argument en disant non, c'est ce Madi, cette réponse qui déflore le jeu, qui même pas déflore le jeu, qui ferme le jeu. Parce que il n'y a aucun chasseur, même un nouveau. Alors je comprends peut-être mieux votre réponse sur les nouveaux qui auraient peut-être plus de chances d'aller au-delà, mais je pense que même les nouveaux, personne n'a la violence, n'est capable de se faire une violence telle qu'elle est au-delà de ce genre de Madi. Marvin me disait oui, mais parfois je passe outre, etc. Mais on essaye tous de passer outre, mais là on est dans quelque chose de factuel. Si, pour reprendre mon exemple, la lumière est hors de France, je pense que ma conclusion, c'est en tout cas c'est mon intuition, c'est qu'elle ne sera donc jamais trouvée cette chouette. Parce que même un nouveau, un moment ou un autre, surtout grâce à Discord, écoute un peu ce qui se dit, va entendre ça, va proposer. Et là, il va le lire et il va se dire, bon, allez, je le crois pas, parce qu'on m'a dit de pas y croire, mais je vais essayer de creuser. Trouver les résolutions suivantes, ça prend toujours un peu de temps. Et donc, je pense que la tendance sera de se dire, bon, j'arrête, en fait, oui, là, j'essaie de me battre, de pisser contre le vent. Donc, donc, j'ai pas vraiment de questions, mais voilà, ça c'était ma remarque. J'ai vraiment cette peur, voilà, Michel, aujourd'hui, qu'il y ait des Madis factuellement faux qui vont fermer la chasse forever.
parce que il n'y a pas une intelligence capable d'aller au-delà voilà. Le mot intelligence est mal choisi. Pas de le cerveau ou du moins la communauté, le cerveau, les échanges font qu'à un moment ou un autre, qu'on soit nouveau ou pas, alors à moins qu'on cherche tout seul sur une île déserte sans connexion, voilà. Voilà mon point, Michel. Donc il y a pas. Alors si peut-être que ma question, et là on retombe dans les nuances de gris. Vous disiez encore une fois pour reprendre votre argument que je peux pas les dévoiler sinon je déflore. Moi, à l'inverse, ça c'est le côté blanc. Moi, le côté noir, je dirais oui, mais si vous le dévoilez pas, la chasse ne sera jamais trouvée. Donc, et finalement, on pourrait se dire, et j'ai envie d'argumenter un peu plus loin mon argument, pardon, en disant, et d'ailleurs, on n'est même pas évident que si vous disiez la lumière est hors de France, encore une fois, c'est à titre illustratif, on n'est même pas sûr que la chouette soit se trouver dès le lendemain. Voilà. Je termine là-dessus. Je ne sais pas si ça a été clair ce que je vous ai raconté là, mais c'est mon inquiétude du moment. C'est lumineux. Michel? C'est absolument lumineux, McDo. C'était très clair. C'est tout le problème. Vous avez parfaitement résumé mon problème personnel. La grande stupéfaction qui a été la mienne quand j'ai commencé à rentrer dans les coulisses du jeu et des solutions, c'est que j'ai compris que si je ne faisais rien, la chouette ne serait jamais trouvée. Jamais. Sauf par hasard, évidemment, on peut toujours après tout imaginer, mais le hasard, on cherche à l'éliminer. Il ne s'agit pas d'un jeu de hasard, contrairement à ce que plaide d'ailleurs assez curieusement l'avocat des héritières, qui prétend que c'est un jeu de hasard, et indirectement ce que plaide la 2CO qui soutient que par hasard on peut trouver la chouette, donc c'est un jeu de hasard. Moi je dis c'est un jeu de sagacité, donc il faut trouver les solutions. Et je me suis aperçu qu'effectivement, compte tenu de toute tout ce corpus des Mahdi, tout cet historique considérable dans l'histoire, y compris mon parcours personnel, c'est-à-dire le fait que j'ai jugé utile de donner un coup de pied dans la fourmilière en mettant la chouette en vente à Drouot en 2014, toutes ces choses-là qui donc plaident un peu contre moi aujourd'hui, permettent à la 2CO de dire que Becker est un grand méchant et qu'il ne pense qu'à une chose, c'est de récupérer son trésor, de faire fondre son or et de se gaver avec. Tout ça plaide contre moi, mais ça fait partie de l'histoire de la chouette. Donc toute cette histoire qui en elle-même est assez lourde, tout le corpus des Mahdi, tout ça crée un contexte tel que si je ne fais pas quelque chose, mais je vous rassure, j'ai commencé à le faire, la chouette ne sera jamais trouvée. Elle ne peut pas être trouvée si je n'interviens pas directement dans l'histoire. Donc j'ai commencé à le faire. Je suis un peu ahuri de voir la violence de certaines réactions ou bien l'incompréhension dont certains font preuve. Mais en même temps, je suis assez heureux de voir qu'il y a une bonne proportion des joueurs qui captent quelque chose et qui repartent finalement du bon pied. Et pour revenir à vos propos précis, oui, il y a effectivement parmi les Mahdi des Mahdi qui sont totalement faux, qui vont à l'encontre de ce qui devrait être dit et qui sont juste propres à paumer les joueurs et à leur faire à la limite abandonner une bonne piste. Donc je suis obligé de faire quelque chose, je ne peux pas laisser les choses comme ça. Et en même temps que je fais ça, j'essaye de comprendre pourquoi Max a parlé comme ça, mais on sait aujourd'hui, même si encore une fois je n'en ai pas la preuve, mais c'est quasiment acquis que quelqu'un d'autre a répondu certaines fois, en tout cas à sa place. Moi, je pense à Phil Duck parce qu'il me semble que dans certains Mahdi, je reconnais le propos hyper confus d'un Phil Duck qui n'était pas foutu d'aligner 3 phrases sans se répéter 3 fois, et puis en disant éventuellement le contraire à la suivante. Je le connaissais pas, j'ai rien contre lui, mais disons que ce que j'ai pu lire de lui est assez édifiant. Et donc, il y a des Mahdi qui me paraissent tellement confus, tellement allumés, si vous me permettez cette expression, que je pense... J'ai des doutes sur le fait qu'ils aient pu être écrits par Max.
Voilà. Mais en tout état de cause, dans tous les MADI que j'ai pu voir, et encore une fois, je les ai pas tous vus, donc il y en a sûrement d'autres, j'en ai vu qui étaient entièrement faux. Voilà, c'est faux, c'est pas vrai, quoi. C'est carrément pas vrai. Donc effectivement, c'est susceptible de provoquer l'impossibilité pour quelqu'un, voire pour tout le monde, de découvrir la bonne solution. Donc mon rôle aujourd'hui, et je termine là-dessus, mon rôle n'est pas de reprendre la suite des MADI, je l'ai clairement exprimé. Mon rôle, c'est d'arriver justement à déconnecter les esprits de ce diktat que constituent les MADI. Merci. Vous avez bien entendu que, non, vous alliez dans ce sens-là. Hein. Pour moi, on parlait là que de factualité, pas de personne. Donc, ça, c'est parce que. Mais je parle pas de personne. Non, mais je l'ai bien entendu. Merci quand je de dis l'avoir. Quelqu'un d'autre a répondu, c'est un fait. Je pense que quelqu'un d'autre a répondu avec lui à ces MADI, donc quelqu'un qui a noyé le poisson encore plus que ne pouvait le faire Max. Je parle effectivement de fait. Moi, j'ai sincèrement, vous comprenez-le, j'ai pas à me venger de quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Je serais absolument grotesque de vouloir faire ça. J'ai pas de revanche à prendre. J'ai une certaine amertume de pas avoir compris plus tôt. J'aurais compris il y a 15 ans. J'ai commencé à comprendre en réalité. C'est pour ça que je m'en veux parfois. J'ai commencé à comprendre en 2003 pour les 10 ans de la Chouette, quand je me suis aperçu que Max Valentin était capable de mentir en public sur l'existence du deuxième contre-marque. Ça m'a tellement perturbé que je l'ai attaqué tout de suite après. Hein. J'ai conservé tous nos échanges par email ou par courrier. Je l'ai attaqué assez violemment sur son mensonge, sur le fait qu'il ait produit la Chouette d'or à la télévision sans m'en demander la permission, et ainsi de suite. Il a fait des choses qui effectivement sortaient totalement de ce qui était convenu entre nous. Et à ce moment-là, j'ai compris que le personnage de Max Valentin était en train de passer les lignes. Mais j'ai pas été assez virulent, j'ai pas réussi à le calmer, quoi, en clair. Et puis à un moment donné, j'ai dit bon, de toute façon, je peux pas faire grand-chose, le jeu a continué, les choses ont continué en l'état. Mais il y a longtemps que je m'étais aperçu de ça. Merci Michel pour votre réponse. Je m'arrête là. Juste une remarque. Elle n'est pas évidente, mais pour moi, c'est binaire. Alors, il y a des approches intermédiaires, mais je veux dire, c'est soit on continue à vivre avec un corpus où il y a des MADI factuellement faux, mais néanmoins un corpus qui est regardé un peu par tout le monde. Et donc là, encore une fois, moi je maintiens ma conclusion, la Chouette ne sera pas trouvée, surtout s'ils sont vraiment factuellement faux. Soit vous les pointez du doigt. Mais il y a des risques. Voilà, c'est une réflexion. Non, il n'y a pas des risques. Oui, je comprends, mais il n'y a pas des risques. C'est une certitude que si je les pointe du doigt, je déflore complètement le truc, donc je ne le ferai pas. En revanche, ce que vous sous-estimez complètement, vous sous-estimez la capacité du cerveau humain à capter les circonstances et à discerner les éléments qui lui sont soumis. Je pense qu'à partir du moment où j'annonce très officiellement, je le répète, qu'il y a des MADI qui sont faux, entièrement faux, totalement faux, je pense que je permets à beaucoup de relativiser à un moment. Alors c'est sûr que c'est pas la panacée parce qu'ils vont quand même avoir de sacrés doutes et que ça peut ouvrir ça permet beaucoup d'interprétations, mais à partir du moment où on sait que certains d'entre eux sont faux parmi ces MADI, on acquiert automatiquement la capacité de les éliminer. C'est pas facile, mais je peux pas en faire plus pour l'instant. Amen, ça me va bien, mais c'est dimanche, amen, ça me va. Après, reconnaissez-le, non, mais vous m'accorderez que ça veut dire, les gars, l'ordre est peut-être faux, la lumière est peut-être partout, il y a peut-être... Bon, ça veut tout dire. Donc, alors, effectivement, mais encore une fois, alors c'est peut-être pour ça, je comprends mieux un peu ce que vous dites depuis le début, qu'il n'y a qu'un petit jeune qui peut y arriver. Mais quand non, j'ai pas dit ça comme ça. J'ai pas dit ça comme ça. Non. Un esprit ouvert et suffisamment élastique, plastique pour pouvoir remettre tout à plat, c'est quand même une vraie violence. Hein. Au bout de 10 ans, 20 ans, de me dire attends, ton ordre, il est peut-être faux. Mais je sais. Mais Magdo, mais je le sais. Ouais. Mais oui, mais je le sais, mais je peux pas faire autrement. J'essaye depuis le début de vous dire
On est dans une histoire de pirate. Le principal pirate, c'est Max Valentin. Et Max Valentin, il a foutu des mines sur le parcours. Je vous assure que c'est à ce niveau-là. Il a mis des mines. Si vous marchez dessus, vous êtes paumé, c'est fini. Vous savez plus où vous êtes. Et dans les Madis, il y a des mines. Donc, moi, je peux pas vous dire lesquelles parce que ce serait, franchement, je déflore complètement le truc. Mais je vous assure que c'est à ce niveau-là. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que plus malin que moi, plus fin que moi, plus diplomate que moi, plus astucieux que moi, plus intelligent que moi, aurait su vous le dire, aurait su vous l'expliquer, aurait su vous le faire digérer, assimiler? J'en sais rien, je suis peut-être maladroit. Mais ma position est extrêmement complexe parce que je sais tellement de choses, je vois tellement de choses et j'ai tellement de gens en face de moi. On va bientôt être 1800 connectés sur ce forum. Il y a tellement de gens en face de moi, je me dis que je n'ai pas le droit de me moquer d'eux, je n'ai pas le droit de prendre à la légère le temps, l'énergie, la passion qu'ils ont consacré depuis très longtemps à ce jeu. Donc j'essaye par tous les moyens. Je dis de les aider, mais en même temps que de les aider, de remettre ce jeu sur sa bonne trajectoire, de contrer le pirate, de contrer Max Valentin, parce que finalement, c'est ce que je suis en train de faire. Je contre le côté néfaste, nuisible que Max Valentin a eu sur l'histoire, sur la chasse. Et il est réel, je ne vais pas me faire des potes. Hein. Ça va encore s'aggraver, mon cas va s'aggraver sur certains forums, mais bon, j'assume complètement ce que je dis et je vous assure que c'est pas facile de le communiquer. Ah ben moi je termine là-dessus parce que je veux pas monopoliser, mais merci pour ça, parce que je suis un peu fâché de me dire que peut-être j'ai perdu des centaines d'heures parce que des portes ont été bloquées, voilà, pas volontairement. Factuellement, je veux dire. Je comprends, McDo. Moi, je suis un peu fâché parce que j'ai perdu des centaines de milliers d'euros à ne pas rééditer ce livre depuis 13 ans, à ne pas exploiter correctement cette magnifique chasse au trésor qui aurait dû avoir beaucoup plus d'audience qu'elle n'a eu, etc., etc. Tout ça est un peu du gâchis. J'en suis d'accord avec vous. Moi, je ne peux pas faire plus aujourd'hui que ce que je fais. Je pense que je fais le max. Enfin, j'ai l'impression de faire le max, si j'ose dire, mais je peux pas faire davantage, quoi. Je veux dire, après, je fous le jeu en l'air, donc de toutes les manières, que je veuille tirer mes fameux scuds sur la 2CO qui m'enquiquine ou sur Crowley qui vieillit mal, disons. Si je fais ça, je fous le jeu en l'air. C'est pas mon objectif. La seule chose que je peux faire, c'est d'essayer de donner à tout le monde les éléments qui permettent de se relancer correctement dans les énigmes. Merci. Désolé si c'était un peu lourd pour un dimanche. Non, c'est intéressant tout ça. Bonjour Monsieur Becker. Bonjour. Bonjour à tous, c'est Kibo. J'ai une petite question. Alors je conçois que la position dans laquelle vous êtes est complexe pour diverses raisons. Donc j'entends que donc apparemment ce serait pour nous remettre sur pied. Vous dites donc qu'il y a certains Madis qui sont faux, que vous ne pouvez pas les préciser, c'est normal. Je vous avoue que je pense que ça peut encore foutre encore plus le bordel dans la tête des joueurs. Ma question est la suivante, je vais essayer de la formuler. Est-ce que selon vous, c'est uniquement cette confusion par rapport au Madi qui bloque la chasse, qui fait que personne n'a trouvé encore la cache, ou est-ce que c'est, par exemple, nous occultons un mécanisme qu'on devrait concevoir ou à travers la chasse? Est-ce qu'il y a un mécanisme, quelque chose qu'on n'arrive pas à voir, ce qui pourrait s'apparenter à peut-être une méga astuce, mais vous aviez dit qu'elle n'existait pas, donc voilà, je doute quant à ce truc-là. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Oui, vous êtes très clair. Okay. La méga astuce, bon, j'y reviens. La méga astuce, c'est la sortie, c'est la fin, c'est l'issue de la 11e énigme. Alors, on l'appelle méga astuce. On va dire que c'est un aboutissement du décryptage de la 11e énigme et de ce qu'on a pu déduire des précédentes. Et puis, arrivé à la fin, effectivement, il y a une trouvaille, il y a un truc, il y a quelque chose à faire, et ça y est, on est arrivé. J'ai évoqué l'image de
J'ai dit Tomb Raider, mais bon, Tomb Raider, c'est un jeu vidéo qui commence à dater, mais même dans des jeux plus récents, toutes sortes de jeux auxquels on peut s'adonner, il y a toujours le petit dispositif à la fin, le petit bouton caché, la pierre qui bouge, le truc à déplacer, que sais-je, l'astuce à trouver pour débloquer la cache et enfin poser la main sur le trésor. On est à ce niveau-là, au niveau de la méga astuce, et donc c'est ce qu'on appelle la méga astuce, c'est l'issue de la 11e énigme. D'accord. Après, les raisons qui expliquent ce blocage, je pense qu'il y a 2 raisons telles que je suis en train de... Parce que moi, je fais mon enquête aussi, j'aime pas employer ce mot-là, parce que d'autres publient prochainement une enquête sur les 30 ans de la Chouette, mais moi aussi, je fais un peu mon enquête de mon côté, c'est pas du tout la même. Et je pense qu'il y a 2 raisons majeures au fait que ce jeu soit comme ça... un peu enquisté, que les solutions aient cessé d'apparaître comme possibles aux joueurs. Je pense que les 2 raisons principales, ce sont les MADI, d'une part, et d'autre part, je dirais certaines accointances, certaines confidences, certaines, j'allais dire faveurs, je pense que c'est excessif, mais qu'a pu avoir Max avec un certain nombre de joueurs à l'origine, notamment lorsqu'il a encouragé, provoqué, à la limite participé en communiquant des éléments, en fournissant des éléments à la création de cette fameuse A2CO, qui de là s'est intitulée Association officielle, mais c'est un titre que je conteste vivement aujourd'hui, parce que pour moi, ils n'ont rien d'officiel, étant donné qu'ils n'ont jamais eu d'agrément des organisateurs, quels qu'ils soient. Et je pense que cette connivence qu'il y a eu au départ à créer ce que j'appelle aujourd'hui le noyau dur, c'est-à-dire des gens qui s'estiment détenir un certain nombre de vérités, de certitudes que auxquelles les autres n'ont pas eu accès, etc. Et puis ensuite, il y a eu tous les MADI qui ont constitué un business. Dans un premier temps, le MADI, c'était du business. Je me plais à le rappeler parce que le Minitel des années 93, c'était une machine à cash pour les gens qui faisaient ça. Il y avait les fameux Minitel roses, mais il n'y avait pas que ça. C'était donc tant de francs la minute. 1 franc, 2 francs, 4 francs, jusqu'à 5 francs la minute. Vous imaginez, 5 francs la minute, hein? C'est colossal. Ça coûtait par rapport à ce qu'on paye nous aujourd'hui pour du téléphone, pour de l'Internet, pour tout ce que vous voudrez, pour de la connexion en général. C'était, mais colossal, ça coûtait une fortune. Et donc, ça rapportait une fortune. Et le but du Minitel au départ, c'était de rapporter une fortune. C'était pas d'aider les joueurs, c'était de rapporter une fortune. L'intention de départ, c'était ça. Et donc, forcément, ça a conduit à un moment donné une surexploitation du système où les heures s'accumulaient aux heures et où on avait intérêt à ce que les réponses puissent être nombreuses, fréquentes, répétées, etc., etc. Donc tout ça a faussé le déroulement du jeu. Ok, donc ce que vous dites, enfin, ça va dans la continuité de vos dires précédents, on va dire, ces derniers mois. Donc c'est que c'est plutôt, on va dire, l'aspect social, la conséquence est due de cette non découverte, est due à un aspect social, en fait, plutôt entre les MADI et donc les relations que vous disiez, l'espèce de support ou la 2CO, tout ça. C'est vraiment lié, en fait, au contexte social de l'aspect social de la chasse, en fait, des chercheurs, quoi. Oui. Vous savez, si aujourd'hui vous me donnez 5 € de la minute, moi je peux vous parler de 8 heures du matin à midi et de 14 heures à 18 heures. Et je peux même faire quelques heures sup si vous voulez. Ouais, j'entends. Bon, qu'il y avait un côté aussi business, je l'ai bien entendu, donc de la part de Max, ce que j'imagine et ce que je crois aussi. Mais je reviens à ma question. Donc, c'est clair, hein, votre réponse est très claire, mais ma question était portée sur plutôt sur imaginons que je sois seul au monde dans ma tête et dans la chasse. Ce qui est un peu le cas, un peu puisque je suis ici sur le Discord, donc c'est pas totalement vrai. Je parlais d'un mécanisme à visualiser, à concevoir, mais en interne dans la chasse. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous occultons, sans parler des MADI, tout ça, mais quelque chose qui est vraiment en interne à l'échelle des 11 énigmes de la chasse qu'on occulte? Si certains l'occultent, je peux vous dire que tout le monde ne l'occulte pas, donc je pense pas qu'il y ait vraiment de blocage à ce niveau-là. Okay. Le seul vrai blocage, effectivement, demeure
demeure et c'est tant mieux pour tout le monde parce que ça veut dire que malgré les aléas, les péripéties diverses, le jeu continue depuis l'origine, comme je le disais tout à l'heure, et ne s'est jamais arrêté. Il y a toujours eu un emplacement très précis, une contre-marque à cet emplacement-là et elle n'a jamais été découverte. Voilà, que ce soit l'oiseau en ferraille, la shot numéro 1, la shot numéro 2, ça ne change absolument rien, elle n'a jamais été découverte. Donc ça, c'est une certitude. Maintenant, ce qui n'a pas été encore capté par personne, et là on en a aussi la certitude, c'est le mécanisme de la super solution, effectivement. Je continue de l'appeler comme ça, parce que je crois que tout le monde comprend mieux, mais voilà. D'accord. Bah, je vous remercie pour, Je vous en pour prie. votre réponse. Merci. Est-ce que vous avez regardé France 2 tout à l'heure? Il y a eu... Qu'y avait-il sur France 2? Pardon? Qu'y avait-il sur France 2? Il y avait un reportage sur cette fameuse zone qu'on ne peut pas nommer, un reportage qui est très sympa d'ailleurs. Voilà, J'y suis donc, plus du tout. La zone qu'on peut pas nommer, c'est quoi? Non, tout à l'heure vous parliez d'une zone qui se fait ratisser par les détecteurs de métaux et Ah, bientôt. J'imagine que vous parlez c'est de une Dabo. zone. Ouais, c'est une commune. Oui, bah oui. Oui, la Je commune, sais bien pas sûr. comment réagit la municipalité de Dabo, mais j'imagine que ça doit commencer par moment à poser des problèmes, ouais. Bah ouais, je pense, j'imagine aussi. Enfin, tout ça pour dire que tout à l'heure sur France 2, il y a eu un reportage sur Dabo qui était assez sympa d'ailleurs. Voilà. Alors, qui nous Pour ceux qui racontait, l'ont pas vu. qui apporte quelque chose à notre histoire? Eh ben, écoutez, oui. Il faisait de grands rapprochements entre le rocher de Dabo et un navire. Excellent. Alors, je ne suis pas là pour endoctriner les gens, mais j'ai trouvé ce reportage vraiment bien fait, vraiment intéressant. Donc voilà, je vous Ouais, le enfin, conseille à pas là tous. pour endoctriner, ça dépend à quelle heure, hein. C'est vrai, c'est vrai. J'ai Regardez mis le reportage, allez à Dabo. J'ai mis le lien dans nos micros 3 pour ceux que ça intéresse. Je l'ai chopé Merci. à la volée. Voilà. Merci Ouais, pour merci. tout. Merci pour tous. Bon, en réalité, Tina m'a dit, tu viens nous voir un peu sur le vocal, mais elle dit plus rien. Tina, tu voulais me demander quelque chose? Oui, je veux bien t'écouter en vocal. Je laisse les autres poser des questions, j'en pose plein, moi. Moi, je suis exactement en train de subir ce qui a provoqué l'envolée d'un Max Valentin. Les gens m'écoutent, j'ai l'impression que je deviens de plus en plus intéressant, ça finit par me monter à la tête, je me dis de plus en plus que je dois être un type génial et je ne vais plus m'arrêter si vous faites ça avec moi. J'ai l'impression qu'on en redemande. Hein. Ça m'inquiète. T'inquiète. Non, ben, faut pas. Bon, j'étais venu pour me détendre, je suis pas déçu. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a encore une petite question. Oui. Ah tiens, est-ce que ma comparse de la conférence, est-ce que Judy est là? Non, elle n'est pas là. Ah si, Judy Manche. Bonjour Judy Manche. Bonjour, Comment allez-vous Judy? ça va. Que pensez-vous de ce vocal Judy? Avez-vous des questions? J'ai envie d'entendre des voix féminines un peu. Je n'ai aucune question, comme d'habitude. Très bien, merci d'être venu. J'ai une question pour tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire ce dimanche pour vous détendre? Je suis en train de me détendre. D'accord, donc vous détendez avec le vocal. Ouais, autrement, ça me fatigue pas spécialement, ça me passionne. Je suis en train de réécrire la première partie du livre. C'est très intéressant parce que depuis que j'ai attaqué ce bouquin, j'ai subi des pressions. Alors, déjà, je sais que aujourd'hui, je risque que ce bouquin soit interdit si jamais j'y fais figurer mes explications sur la manière d'interpréter le règlement. J'ai peur. Et deuxièmement, je subis des pressions du côté sur le plan juridique, etc. Parce qu'il y a des choses que je dois dire d'une manière, pas de l'autre, etc. Je suis pas très très libre. Et là, le bonheur qui est le mien, c'est qu'à travers, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'être beaucoup présent sur les vocaux. Apparemment, j'en ai encore besoin. Le bonheur que ça m'apporte, c'est que ça me clarifie la situation telle qu'elle se présente entre vous et moi. Vous,
qui êtes des inconditionnels du jeu, vous qui êtes des sceptiques, vous qui êtes mes contradicteurs les plus virulents. À vous tous, vous me permettez et les échanges vocaux qui en découlent me permettent de me positionner par rapport à ce que je dois dire et comment je dois le dire. Donc c'est assez intéressant et en ce moment, c'est plutôt un moment de détente. D'accord. Eh ben, écoutez, si vous arrivez à vous détendre dans les vocaux, c'est Pas vous parfait. Pas Si, vous si, je suis très détendu. Je crois que tout le monde se détend. Enfin, non, il y Oui, en a bien qui se sûr. détendent. C'est vrai, j'oubliais. Il y en a qui se détendent pas dans les vocaux. Il y en a qui s'agacent un peu, hein, de temps en temps. Non, c'est important, surtout le dimanche, quoi. Faudrait pas qu'on se prenne la tête le 1er mai non plus. Non, mais pas du tout, ni le 2 d'ailleurs. Hein, mais Non, jamais. non, mais de toute façon, c'est un exercice. Moi, je me suis assez vite familiarisé avec, mais c'est vrai que c'est un exercice surprenant de parler avec des gens qu'on voit pas, qu'on connaît pas. On reconnaît au bout d'un moment, on reconnaît des voix, certaines deviennent familières. On a l'impression inconsciemment, on met presque un visage sur ces voix ou l'idée d'un visage, plus exactement. C'est très étonnant comme système et je trouve que oui, ça détend, ça permet en même temps à la fois de dire des choses qu'on a envie de dire, d'entendre des choses qui intéressent, et en même temps de laisser son imaginaire fonctionner sur qui parle et comment est la personne qui parle. C'est très étrange comme sensation, mais moi ça me détend. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un site, une intelligence artificielle qui permet de créer une face, une tête de quelqu'un, juste avec une voix. Donc comme quoi, imaginer la tête de quelqu'un avec sa voix, c'est quelque chose qui existe vraiment et qui peut apparemment se faire par intelligence artificielle. Ouais, enfin, je resterai très très méfiant. Hein. Donc voilà, moi, j'ai fait une expérience de voix que j'ai jamais oubliée. J'étais gamin, je devais avoir 15 ans à l'époque. Je sais pas d'aujourd'hui. Et il y avait à cette époque-là un feuilleton à la télévision qui s'appelait Les Incorruptibles. Et il y avait Elliot Ness. Je sais plus comment dans Les Incorruptibles, et l'acteur américain qui jouait ça était doublé par une voix française qui était particulièrement, qui collait bien avec le personnage, qui avait ce côté viril, mystérieux, sûr de lui, il y avait tout ça. Et quand j'avais 15 ans, j'étais en vacances à Cavalère, au bord de la mer, sur la plage. Et à un moment donné, comme tous les gamins, je sais pas, je jouais, je marchais, j'étais avec un ou deux copains. J'entends une voix sur la plage et je me dis, nom de Dieu, c'est Elliot Ness. Donc je m'approche du bonhomme qui était avec sa femme et ses gamins. Un petit gros poilu, je me rappelle, c'était la première fois que je voyais un mec avec autant de poils sur les omoplates. Et il est décédé aujourd'hui, il n'y a pas très très longtemps, je crois. Et je l'entends parler à ces gamins, mais je me dis, mais c'est la voix d'Elliot Ness. Alors je me suis approché de lui et je lui dis, mais vous êtes Elliot Ness? Et le type a éclaté de rire et c'était lui qui doublait Elliot Ness. Et c'était, je vous dis, un petit gros velu qui avait rien à voir avec le personnage américain. Donc la voix émanant d'une intelligence artificielle, je crains le pire. Eh ben, écoutez, c'est vrai, hein? faire le test. J'ai posté le lien pour ceux qui veulent tester. Ouais, on va tous essayer. On est tous des gamins. Hein. Je mettrai un sample de ma voix et puis je verrai qu'il en ressort. Voilà. Bonjour Michel. C'est Bonjour. Shai. Bonjour. Je profite que vous voulez entendre des voix féminines pour vous faire entendre ma belle voix issue d'une Si c'est vous, c'est carrément loupé, mais ça fait rien. On va faire semblant. Petite question concernant le vocal de l'autre jour, post-conférence, quand vous êtes venu donner des précisions. Je voudrais savoir si vous avez de votre côté un enregistrement de ce vocal, parce que le seul qu'on a est très très incomplet, il démarre à plus de 45 minutes, et les parties importantes étaient... J'en ai deux morceaux. Le bot s'est arrêté, je crois, à un moment, mais enfin, peu importe. J'en ai 2 morceaux. Je pense que d'autres enregistrements peuvent combler l'intervalle entre les 2 morceaux. Et je pense qu'à l'heure qu'il est, Saint-Fabel. Vous vous rappellerez, il faut fêter Saint-Fabel régulièrement. Donc, tous les éléments en main, et va nous pondre quelque chose de magique.
D'accord, ok. Je vous posais cette question parce que c'est un des seuls vocaux que j'aimerais bien vraiment avoir pour revenir de façon précise dessus, parce que c'est un vocal lors duquel vous avez été interrompu en permanence par nos très chers piliers de comptoir, qui vous amenaient sur des réactions par rapport à leur propre piste au lieu de continuer à vous laisser parler alors que vous étiez sur une belle lancée. Et plusieurs fois, vous étiez vraiment sur une belle lancée et vous avez été arrêté net et on vous a fait changer de direction malheureusement. Et il y a une question que je voudrais vous poser tout de suite parce que celle-là, j'en ai suffisamment la Tu t'en mémoire. sortiras pas comme ça, mon gars, tu vas nous répondre. Bon, ça va, je suis prêt. Vous disiez à un moment que, grosso modo, une grande partie des chercheurs pensent avoir le bon point de départ et le bon point d'arrivée, et que la question là-dedans, la vraie question à se poser, c'était pourquoi. Et là, vous avez été interrompu, il y a eu bifurcation, mais cette vraie question de se poser la question de pourquoi est-ce que une majorité de chercheurs, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, pensent avoir le bon début et le bon point d'arrivée, et vous n'avez pas pu élaborer là-dessus, donc je voulais juste vous demander s'il était possible de reprendre là où vous étiez arrêté. On va essayer. Ah bah ça va peut-être pas être un dimanche de tout repos. Finalement, j'ai peut-être parlé trop vite tout à l'heure. C'est ma voix féminine qui pose problème. Ouais, ça doit être ça. Je ne résiste pas à une voix féminine. Bon, sérieusement, tel que je peux essayer de me resituer, c'est pas forcément facile parce que je suis quelqu'un d'assez spontané, parfois impulsif, et quand je débarque des fois sur le vocal, c'est parce que j'ai envie de dire des trucs, parce que je vois dans les échanges écrits qu'il y a des choses qui se disent et qui me plaisent pas, ou voilà. Donc c'est pas toujours bien prémédité, bien calculé, bien analysé. Il y a beaucoup de spontané chez moi, ne m'en veuillez pas. Mais tel que je peux me recoller à ce que vous venez de dire, je crois que l'idée qui était la mienne à ce moment-là était de dire pourquoi croyez-vous que si tout le monde est sûr de son départ, aussi beaucoup en tout cas, sont sûrs de leur départ, sûrs de leur arrivée, pourquoi croyez-vous que personne n'attend? Pourquoi croyez-vous que beaucoup n'arrivent pas au même endroit? Parce je dois quand même vous dire qu'il n'y a pas de consensus clairement établi ni sur la zone, ni sur la cache, évidemment. Il y a des endroits très divers en France, des zones très diverses et variées. Donc, pourquoi croyez-vous que ça se produise? Et le constat qui est le mien aujourd'hui, c'est de voir que si effectivement on s'amuse à éplucher les maladies, ce qui est un sport infiniment intéressant, passionnant, on peut absolument tout trouver et son contraire. Et c'est ça qui me frappe le plus, c'est ça qui me permet de dire qu'il y a un effet garnissage qui est un effet majeur dans les maladies. On était sur des heures de Minitel plutôt que sur des éléments d'aide aux chercheurs. Il s'agissait de répondre à beaucoup de questions et pendant beaucoup d'heures pour gagner beaucoup d'argent. C'est un peu salaud ce que je dis. Je sais bien que c'est pas gentil pour Max, mais bon, à l'époque, il y avait du business à faire, il fallait quand même s'en sortir. La première boîte d'édition a fait faillite, etc. Et, je veux dire, toutes ces équipes-là ne roulaient pas sur l'or. Donc, il y avait une préoccupation à gagner de l'argent. Et ce Minitel a beaucoup fonctionné par rapport à ça. Et à côté de ça, quand je m'intéresse à des MADI plus fouillés, plus détaillés, plus précis, plus longs, plus conséquents, je me dis, mais bon sang de bonsoir, comment moi je réagirais si j'étais un chercheur sans connaître les solutions en lisant ça? Quand je vois les exemples, je vous dis ça en vrac parce que je les ai pas retenus par cœur, mais les alignements avec je ne sais quoi, l'arc de triomphe ou je sais pas quoi, et quand les MADI, les réponses partent dans le sens, imaginez-vous que, ou pour faire une comparaison, mais bien sûr ce n'est pas un indice, je me dis mais moi j'en lis 10 comme ça et je pète les plombs, je sais plus où j'habite quoi. Et par conséquent, si on en prend une partie de ces MADI, si on prend ceux qui nous arrangent, si on élimine ceux qui nous dérangent, on peut valider toutes sortes d'hypothèses. C'est ça ma vraie besogne aujourd'hui, c'est d'aller contre ça sans démolir le jeu. C'est de faire en sorte qu'on arrête de s'autoriser à tout expliquer, à tout imaginer, à tout justifier sous prétexte qu'il y a un MADI numéro tant de telle date qui dit que.
Est-ce que j'ai répondu à votre question? En bonne partie, oui. Il n'est pas content, le mec, là. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Non. Ce que je voulais, c'était une réponse, et je l'ai, donc. Je pense que c'est ça, mais moi, c'est mon trouble permanent en ce moment. Ouais, non, mais Parce que c'est un truc qui est, c'est une bouillabaisse, vachement difficile à manipuler, hein. Comment je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je fais de ce truc, quoi? Arriver à remettre les choses dans le droit chemin sans casser le jeu, effectivement, je conçois bien que c'est extrêmement compliqué, et j'aimerais pas être à votre place pour le moins du monde. Une autre raison, alors là je vais vous titiller un petit peu plus peut-être, mais une autre raison qui faisait que je voulais avoir l'enregistrement de ce vocal, c'est parce que il m'a semblé très clairement à un moment vous prendre la main dans le sac en flagrant délit de dire A, mais de dire B là quelques minutes plus tard, quand vous disiez que vous faisiez très attention à répondre, même si c'est forcément avec votre langage et vos habitudes et votre verbe à vous, que vous faisiez attention à ne pas prêter le flanc à des interprétations abusives et à des choses à lire entre les lignes dans vos réponses, chose que vous avez donc renouvelée comme affirmation, et je veux bien vous croire, et j'avais aucun souci là-dessus. Seulement 10 minutes plus tard, vous avez, et c'est le passage que je cherche à retrouver, vous avez fait une petite série de phrases sur le début de la chasse qui, il y aurait eu un gros panneau rouge qui clignote, marqué invitation à tous les interpréteurs à interpréter ce que je viens de dire. Ça aurait pas fait mieux. Et je me suis dit, mince, il est gonflé. Il nous dit qu'il veut nous désembrouiller en ne donnant pas de choses sujettes à interprétation, à lecture entre les lignes. Et là, dès qu'il nous parle du début du jeu, en fait, il continue à faire monter la mayonnaise que Max avait déjà bien agitée avec oui, 95%, mais je vous dirai pas, mais quand même 95%, mais je vous dirai pas. Mais il y a peut-être quelque chose à creuser, mais en fait 95% non déjà, etc. D'accord. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques minutes, vous avez dit « je ne demande qu'à vous croire ». Juste après, vous avez eu un petit rire sarcastique, et juste à l'instant, vous venez d'avoir un deuxième petit rire sarcastique. Ça vous a pas échappé? Oui, non, vous avez raison, ça m'échappe pas. Donc ceci pour dire, non. Ceci pour dire que nous parlons le même langage. Vous êtes aussi vicelard que moi dans vos questions, et je suis aussi vicelard que vous dans mes réponses. Un point partout, et comme dirait quelqu'un que je connais, bien, qui nous écoute, la balle au centre. Ça veut dire que j'ai cette double possibilité d'utiliser des mots, là je rigole pas, d'utiliser des mots précis en essayant de vous aider, j'aime pas trop, guider vers une forme d'analyse, une forme d'approche plus saine. J'ai la chance d'avoir suffisamment de vocabulaire pour pouvoir utiliser des mots qui permettent ça, et quand comment vous avez dit, vous me titillez trop, j'ai aussi suffisamment de vocabulaire pour vous en sortir 2-3 qui me permettent de vous flouter un tout petit peu le décor et que vous cessiez d'essayer de me confesser. C'est un exercice difficile. Je deviens forcément vicelard à discuter avec vous. C'est obligé. C'est obligé. Depuis le début, on essaye de me tirer un peu des infos et ça va continuer. Je me fais pas d'illusions. Ou bien d'un mot que j'ai lâché, on dit ah ouais, mais s'il a dit ça, c'est que. Donc je deviens nécessairement un peu vicelard, un peu calculateur. et voilà. Mais d'une manière générale, écoutez. Ce que je peux quand même vous dire, parce que je crois me souvenir à peu près correctement de ce que j'ai pu dire, à quelques petites phrases ou exclamations ou expressions près que j'ai pu dont j'ai pu ne pas saisir la portée sur le moment. Mais je n'ai, pour l'instant, croyez-moi, je n'ai rien trahi du jeu. Je sais que j'ai éliminé quelques pistes, je sais que j'ai démoli quelques jolis édifices, mais c'est un mal nécessaire. Mais par rapport au jeu lui-même, je n'ai vraiment rien abîmé du jeu. Rien abîmé du jeu, ça c'est le mot juste. Donc, que vous trouviez que dans certaines phrases A, B, machin, les signes rouges qui s'allument, etc., si d'une certaine manière ça peut aider un certain nombre de joueurs, c'est tant mieux. Mais je peux vous affirmer que dans tout ce que j'ai pu dire,
Je n'ai absolument pas abîmé le jeu. Oui, non, j'avais relevé ça parce que justement, au contraire, je trouvais que ça risquait d'embrouiller plus qu'autre chose en fait. Mais encore une fois, toutes mes excuses, j'aurais dû attendre d'avoir Non. l'enregistrement pour retrouver Non, précisément les vous passages et vous excusez pas. Sur le terme embrouillé, Shai, sur le terme embrouillé, vous ne pouvez pas être plus embrouillé que vous ne l'étiez avant que j'arrive. Moi, je peux pas vous embrouiller davantage, c'est pas possible. C'est pas Après possible. 29 ans bredouille, effectivement, on est quand même. C'est pas possible. Je ne peux qu'améliorer le truc, je peux pas l'aggraver. C'est impossible. Tout à fait. Ok. Et donc, un autre moment où vous vous êtes fait interrompre, vous commenciez à être lancé sur, c'est pas les différents niveaux de lecture, parce que si tout de suite on part dans du vocabulaire de chasseur avec des histoires de plusieurs niveaux énigmes, je parle pas du tout de ça, mais je parle au niveau des différents niveaux méthodologiques. Vous avez apporté une information cruciale, capitale, en nous disant qu'il n'y a que 2 énigmes pour lesquelles la notion que l'on appelait jusqu'à ce que vous la démentiez, celle des clés de passage, intervenait, d'accord? Et ça, c'est une information cruciale. Il n'y a que 2 énigmes pour lesquelles c'est le cas. Les autres sont des énigmes indépendantes. Mais vous avez à un moment terminé une de vos phrases par quelque chose du genre, et après, à vous de voir comment, au plan méthodologique, se construit et s'enchaîne justement l'enchaînement des énigmes. Et là-dessus, vous n'avez pas eu la latitude de creuser plus que vous aviez commencé à dire. Je me demande si vous aviez quelque chose que vous vouliez dire au sujet de cet enchaînement des solutions, des énigmes, parce que c'est quand même une chasse qui comporte 11 énigmes, c'est pas rien, 11 énigmes, dans laquelle il semblerait qu'on ait très peu d'éléments de validation nous permettant de confirmer que l'on est sur la bonne piste, autrement dit le bon enchaînement, si ce n'est cet enchaînement lui-même. Et alors, 11 énigmes indépendantes avec pour seul élément de validation de confirmation l'enchaînement, et en même temps, vous nous disiez, si vous commencez à essayer d'échafauder des ponts entre les énigmes, vous perdez, c'est là que vous commencez à perdre du temps. Et donc, il y a une sorte de contradiction dans cette affirmation. Oui, je comprends. Et pour nous, c'est au niveau méthodologique, ça serait justement là une aide énorme d'avoir un petit peu plus de conscience sur la méthodologie. Je parle pas des méthodes de décryptage des énigmes, je parle vraiment la méthodologie qui nous permet de savoir quand on est sur le bon chemin ou pas. Je comprends très bien ce que vous venez de m'expliquer. Il y a une grande différence entre ce que Max a pu dire, répondre dans ses madis, et ce que moi je peux répondre aujourd'hui à vos questions. La différence est la suivante. Lorsqu'il répondait lui, c'était en premier. Personne d'autre avant lui n'avait répondu à ces questions. Moi, je réponds en second, c'est-à-dire que plus ou moins directement, vous me reposez les mêmes questions. Et fatalement, toute réponse que je peux formuler comporte un effet boomerang. C'est-à-dire que comme elle va se confronter, parfois se heurter à la réponse précédente qui avait été donnée par Max, il y a un certain nombre de probabilités pour que ça vous ou ça me revienne dans la gueule. C'est l'effet boomerang. Ce ne sont pas des questions, les questions que vous me posez ou les réponses que vous attendez de moi sont des réponses qui ont déjà été données. Vous attendez de moi que je module, modère, tempère, modifie ces réponses. Donc c'est extrêmement délicat comme exercice et c'est pour ça que je ne le fais pas, je me jette pas à pieds joints. C'est pas que je le fais pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est délicat comme exercice. C'est des réponses pour lesquelles on a déjà une réponse, effectivement, sauf qu'on a aussi l'information aujourd'hui que cette réponse n'est pas fiable. Je sais. Et qu'est-ce que je peux dire, jusqu'où puis-je aller sans balancer une info qui va compromettre le déroulé du jeu, qui va avantager en clair ceux qui débarquent et qui va pénaliser ceux qui depuis des années ont pu comprendre ou pas comprendre d'ailleurs. C'est extrêmement difficile. Moi, je dis déjà, je maintiens. Oui. Pardon, je voulais formuler une question différemment qui a jamais été posée, mais continuez, je voudrais pas. Non, allez-y, je perds pas le fil, vous inquiétez pas. Pas encore. À quel moment
globalement, sans rentrer dans le détail des énigmes ou quoi, à quel moment dans la chasse est-on censé tout court d'ailleurs, comprendre que l'on est bien sur le bon chemin, comprendre une notion d'enchaînement logique, méthodologique dans la construction de cette chasse? Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'on est censé aller jusqu'au bout et ensuite s'apercevoir que? Ou est-ce qu'il y a des points de contrôle? Voilà. Sur l'aspect méthodologique global de la chasse, est-ce que vous pouvez dire des choses qui ne terniraient pas le jeu et qui permettent d'orienter les chercheurs sans orienter sur la résolution individuelle de chaque énigme, bien évidemment? C'est gentil de me poser des questions comme ça. Ça me détend. Je goûte pleinement. Je vais vous dire la chose suivante. Je l'ai écrit, je ne sais pas si ça avait été bien compris, il y a déjà un petit moment que j'avais écrit ça. J'avais écrit que le niveau de génie que vous étiez prêt à accorder, à conférer à Max Valentin vous donnait à peu près le niveau de complexité auquel vous étiez prêt à vous confronter pour les énigmes. Plus vous pensez qu'il est génial, plus vous pouvez accepter que les énigmes soient complexes. Si à un moment donné, vous arrivez à vous dire qu'il n'était pas plus génial que vous, je pèse mes mots là, hein. Si vous arrivez à vous dire qu'il n'était pas plus génial que vous, qui peut-être d'ailleurs au demeurant est tout à fait génial, mais si vous acceptez le fait qu'il n'était pas plus que vous commencez à pouvoir travailler correctement sur les énigmes. Si vous commencez à partir, à avoir les yeux qui s'allument, à être impressionné par la magnifique intelligence de Max Valentin, vous êtes en train de vous paumer. Voilà ce que je crois. Vous êtes en train de partir dans des trucs complètement hallucinants. Mais le Max Valentin qu'on définirait à travers tout ce qui a pu être affirmé ou prétendu sur son compte, ce Max Valentin-là, mais Hawkins peut aller se rhabiller, quoi. Je veux dire, on aurait affaire au cerveau du millénaire. Il n'y aurait pas mieux, quoi. D'accord. Donc, c'est là que ça se passe. Sincèrement, c'est là que ça se passe. Ok. Si je résume ma question de façon très terre à terre. Oui, je réponds par parabole. Je sais. Non, c'est mon côté Jésus-Christ. Je fais des paraboles. Je comprends bien que vous êtes dans une position extrêmement délicate. Mais si je résumais ma question, c'est y a-t-il un fil rouge pas méthodologique, mais un fil rouge quand même dans cette chasse? Et si oui, est-on supposé le découvrir dès le départ ou uniquement après que les choses soient accomplies, en fait? Je comprends tout, hein. Je réfléchis, je comprends, je réfléchis à la manière dont je peux vous répondre. Je pense que il faut d'abord se faire confiance. Quand on s'attaque aux énigmes, il faut se faire confiance. Il ne faut pas systématiquement se dire tout est possible ou rien n'est possible ou j'y comprends rien ou j'ai tout compris. Il faut prendre le temps d'analyser posément. Il faut prendre le temps de résoudre posément son énigme et il faut se faire confiance à partir du moment où on est sûr de soi. Après, si on a envie de jouer les mazos et puis d'aller lire des madis ou d'aller se balader sur les forums pour consulter, compiler, digérer, assimiler toutes les thèses contraires, ben pourquoi pas. Mais le plus simple, c'est quand même comme ça, on fait sa recherche personnelle, on se fait sa conviction personnelle, on regarde si tout s'enchaîne bien. Moi, je sais que je suis un peu basique dans mes propos, mais j'y suis un peu contraint, et je crois que si on suit ce cheminement-là, on a de bonnes chances de progresser pas mal. Après, il y a toujours cette fameuse, comment dirais-je, cette fameuse notion que je me plais à répéter, à marteler, que Max était un littéraire. Ça veut dire que il faut pas penser qu'on a affaire à un spécialiste des communications du Troisième Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale qui travaille avec une machine Enigma. Et encore, certains ont réussi à la décrypter, fort heureusement. Mais
Ce niveau-là d'élaboration qui correspond à des nécessités de secret absolu, de codage absolu, de niveau de difficulté élevé, d'impossibilité à décrypter par hasard, tous ces niveaux-là ne sont pas d'actualité dans notre chasse. Il ne faut pas l'oublier, ça n'est pas du tout le contexte. On a affaire à quelqu'un qui était coutumier, du moins c'est ce qu'il dit, je ne sais pas combien il en a fait, mais qui raconte avoir fait des rallyes surprises. Bon, le rallye surprise, ça dure un dimanche après-midi, à la rigueur samedi-dimanche. Faut arrêter de déconner, on est avec des voitures de collection, on se fait un petit parcours, on est avec des gens qui n'ont pas envie de se salir les chaussures, on fait un petit truc bien propre, bien gentil. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans les services secrets d'une armée de la Deuxième Guerre mondiale, donc faut pas tout mélanger. C'est pour ça que je dis, il faut retrouver une certaine spontanéité par rapport à la manière dont on comprend, dont on perçoit et dont on ressent les textes. Il faut les lire, il faut les comprendre, il faut se dire, tiens, ça m'inspire ça, qu'est-ce que je ressens? Faut pas tout de suite partir en disant, tout est calculé, tout est voulu, il y a des anagrammes partout, il y a des palindromes partout, il y a le super anagramme avec le bon sens du bon sens et inversement, et pourquoi pas le contraire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut rester plus simple. C'est pour ça que j'essaye actuellement de me positionner par rapport à tous les gens qui m'écoutent et qui ont envie de me suivre dans cette aventure, dans la relance de cette aventure. J'essaye de me positionner sur leur compréhension, sur les moyens que je peux leur donner, de relativiser, de reconsidérer, de réanalyser, et voilà, de reprendre les choses dans le bon sens. Et inversement. En tout cas, merci pour votre réponse.